Salut à tous. Salut Margot. Bonjour. Salut Hugo, ça va? Oui, très bien. Hop, le Est-ce que chat. vous nous entendez? J'espère que Hop, oui. c'est un peu flou Margot d'ailleurs. Au moment où on est passé en live, c'est Je devenu suis un peu passée flou. en flou. Ah merde. Ouais, bon, ça va le faire, t'inquiète. Bon, ouais. C'est pas forcément ma tête qui est très importante. C'est ce que tu racontes, c'est le plus important, clairement. Bah oui, Entièrement bien d'accord. sûr. Par contre, je sais pas du tout si vous nous entendez. Ok, Ah, merci Marc, super. heureusement que Euh, Marc est là. 10 personnes, on va attendre un peu avant de commencer quand même. Ah cool, il y a Salut Candice. Candice, ça va? Super, c'est chouette de te voir. Enfin, que tu sois là. Tu dis, il n'y a que moi qu'on voit dans cette présentation, vu que toi t'es flou. Ouais, chouette. Hop, Quelle tac, heure tac, tac. est-il? 30, bon, on Ouais, va attendre encore 10 31. minutes. Allez. Ah, il y a Paul de Claque. Paul, après ce rendez-vous, il faut absolument qu'on parle. Je suis très intéressé par Claque. J'ai commencé à regarder ce que vous faisiez. Il faut qu'on discute. Ah oui, petite question avant qu'on démarre. Au niveau de la présentation, est-ce que vous préférez qu'on fasse, parce qu'on a une présentation, est-ce que vous préférez qu'on ait chacun une vignette, Hugo, moi et la presse de la même taille, ou qu'on vous mette la presse en grand? Je sais pas trop. Hugo, toi, t'en penses quoi? Moi, je pense que la presse en gros sera plus facile pour lire pour eux, j'imagine. Ce sera peut-être mieux, hein. Surtout que nos Ouais. tronches en soi, c'est pas très grave. Surtout qu'on ne voit pas, Même encore une fois, si, Margot. mais c'est bizarre que je sois en flou comme ça, hein, parce que moi, on me voit bien, hein. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, Ok. Allez, on va laisser la presse en grand et puis on va démarrer. allez. Allez, on y va, c'est parti. Alors, du coup, bonjour à tous. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, du coup, nous sommes Hugo et moi, Margot. On travaille pour l'agence Standout. Standout, c'est du coup une agence de communication marketing et on est spécialisé en stratégie de marque. Elle a été fondée en 2017 à Singapour, initialement par Hugo, ici présent, et Paul. Et ça fait bientôt 3 ans que nous sommes à Toulouse. Notre mission, c'est d'aider les TPE et les PME à trouver leur croissance par la différence. Hugo, du coup, cofondateur de Standout, c'est lui qui s'occupe de la stratégie de marque pour tous nos clients. C'est lui qui va accompagner, du coup, pour tout ce qui est définition du positionnement, la cible, le discours de marque avec les clients. C'est un peu lui qui fait tout le travail en amont du projet. Et avec Paul, c'est aussi eux qui vont aider à trouver les noms pour les clients. Et moi, du coup, Margot, je vais animer donc tout ce webinaire et au sein de l'agence, je suis responsable des nouveaux projets. Donc, si jamais vous avez un projet, ça sera moi qui sera probablement au bout du fil. Alors, pour vous parler un peu plus de ce webinaire, depuis mon arrivée chez Standout, donc ça va faire 3 mois, 4 mois, 3 mois. Ouais, c'est ça, bientôt 4. Ouais, c'est bientôt 4. J'ai rencontré déjà beaucoup d'entrepreneurs et de dirigeants d'entreprises et c'est vrai que quand ils viennent nous voir, ils ont beaucoup de questions sur plein de sujets différents. Mais il y a quand même un sujet qui revient très souvent, c'est celui de la création de noms. Donc soit pour des entrepreneurs qui ne savent pas comment s'appeler, soit pour des dirigeants qui ont déjà un nom, mais qui se rendent compte que le nom, il y a plein de problèmes derrière et qui voudraient le changer. Et on s'est rendu compte que c'est quand même une étape qui est très délicate pour eux. Il y a tout le monde qui donne son avis. Il faut voir si le nom qu'ils ont en tête est disponible ou s'il a déjà été déposé. Et ça prend quand même beaucoup de temps, toute cette étape, et ça ralentit tout le reste. Du coup, on s'est dit qu'on allait essayer de vous donner quelques conseils qui pourront vous aider sur cette étape. Alors, au programme. On va vous présenter d'abord l'importance d'avoir un bon nom. Pourquoi c'est important? Ensuite, comment est-ce qu'on peut reconnaître un bon nom? Et puis, on finira par une petite méthode qui va vous aider notamment sur toute la créativité. On s'est donné à peu près une 30aine de minutes pour la présentation. Salut Jody.
Donc une trentaine de minutes sur la présentation et on terminera par des questions-réponses. N'hésitez pas à écrire vos questions pendant le webinaire, mais on prendra le temps à la fin d'y répondre, sinon ça va nous couper et surtout Hugo va se perdre et ça va prendre 3 plombs. Donc à la fin, les questions, s'il vous plaît. Margot, en 4 mois, elle a très bien compris qu'il fallait faire attention avec moi et les digressions, sinon on finirait jamais. J'aime bien parler, donc vous allez ça va prendre l'après-midi. Ouais, je crois que tu coupes un tout petit peu, Margot, mais ça fait pas longtemps. Après là, ça a l'air d'aller, et puis dans tous les cas. Bon, après, il y a la presse qui va m'aider et Hugo va beaucoup parler. Tant que ça coupe pas pour moi, ça devrait le faire. Ouais, mince, c'est embêtant ça. Bon, on va démarrer et vous nous dites si jamais ça coupe beaucoup. Dans tous les cas, on verra. Faut peut-être que je change de micro. Attendez, hop, on va tester. Je vais enlever. Ok, elle arrive. Vous m'avez au moins pour le moment. On se donne une minute. Allez, est-ce que c'est mieux? Ça a l'air un peu mieux. Bon, ok, on va tester comme ça. Alors, allons-y, on démarre du coup. On va démarrer avec pourquoi avoir un bon nom. On parle beaucoup du nom. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui prennent un nom comme ça et qui se disent je vais le changer plus tard. Mais c'est quoi l'importance d'avoir un bon nom? Alors, le truc à comprendre, et que je dis assez souvent, c'est qu'avoir un bon nom, c'est pas si important. C'est pas si important, en fait, d'avoir un bon nom. Il ne faut pas que ça bloque. L'idée de fond, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ont aujourd'hui des noms tout à fait normaux, qui ressemblent finalement aux autres, et qui s'en sortent très bien. Donc, il faut éviter que le nom soit vraiment un critère de pression et que le nom bloque jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous devez faire? Mes notes, 2 secondes. Hop, 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 hop. C'est bon. Donc, ça, c'est le truc qu'il faut vraiment mettre au clair dès le début, c'est qu'avoir un bon nom ne conditionne pas la réussite de votre projet. Pourtant, et c'est de ça dont on veut parler aujourd'hui, c'est qu'il faut quand même prendre le temps d'y réfléchir et ne pas le rater pour 2 grandes raisons. La première, c'est que réussir du coup le choix de nom pour son entreprise, c'est une opportunité. Pourquoi? En gros, il faut comprendre que le nom de votre entreprise, c'est un peu comme celui du nom d'une personne. En fait, à partir du moment où on va entendre le nom d'une personne inconnue, notre cerveau va associer immédiatement des images et des sensations par rapport au nom de la personne. Donc, sans rien savoir finalement de cet individu, on peut deviner son âge, son genre, son milieu social, sa nationalité et sa religion. Et parfois, on peut même donner un métier, une apparence physique à quelqu'un. En gros, l'idée de fond, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, si on rencontre quelqu'un, qu'on me dit, bon, je m'appelle Dylan, Jessica, Hippolyte ou Marie-Agathe, en fait, c'est un peu triste, mais on va avoir des a priori à partir de ces noms-là. Ouais. En marketing, cette logique-là, c'est ce qu'on appelle le positionnement, et c'est un peu la même chose. Lorsque vous choisissez de positionner votre marque sur un secteur et sur un certain positionnement, votre interlocuteur va avoir des a priori vis-à-vis des valeurs, méthodes ou niveau de qualité de vos prestations. Et en fait, le truc, c'est qu'un bon nom est censé participer au positionnement de votre entreprise. Donc, le nom de votre entreprise, comme le prénom d'une personne, est vecteur d'information. Donc, que vous le vouliez ou non, en fait, lorsque vous allez donner votre nom, lorsque le nom va se propager dans le bouche à oreille, les gens vont avoir une première opinion de qu'est-ce que peut être votre entreprise à partir de l'évocation de ce nom. Et donc, le but d'une bonne marque et d'une bonne création de nom, c'est de réussir à choisir quel imaginaire on veut fournir à ces gens. Ça, c'est l'opportunité. Mais ce que je dis assez souvent, c'est que c'est pas pour cette raison-là principalement qu'il faut choisir un bon nom. C'est surtout qu'on veut éviter le mauvais. En fait, il est possible d'avoir un mauvais nom. Il est possible d'avoir un nom qui soit contraire et qui n'aide absolument pas notre politique de croissance et notre stratégie marketing ensuite. Et c'est vraiment ça qu'on veut éviter. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, surtout les créateurs qui ont fait le nom un peu à la va-vite. Et en fait, leur nom, le problème, c'est pas tant qu'il n'est pas parfait, c'est qu'il est vraiment à l'opposé de ce qu'il pourrait créer comme stratégie de marque. Et ça va poser problème dans le futur. Ok, mais du coup, est-ce que c'est aussi séparé? T'as pas les mauvais noms et les très bons noms. Il y a bien quelque chose au milieu. Par exemple, tu vois là en bas de chez moi, il y a une agence immobilière, ERA Immobilier. J'ai du mal à. C'est pas un bon nom, ça là-dessus. Je pense qu'on est nombreux à être d'accord là-dessus.
mais c'est pas non plus mauvais. C'est pas, tu vois, ça va pas à l'encontre de leurs valeurs, de leur métier. Alors ça, c'est entièrement vrai. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des noms d'entreprises aujourd'hui dans le paysage français sont ce qu'on va appeler des noms neutres. Je pense qu'on peut, enfin, j'ai pas la stat exacte, mais je pense qu'on pourrait dire que 85% des noms, allez, 80% des noms des entreprises qui existent aujourd'hui sont neutres, slash inutiles. En Ouais. gros, ça veut dire que toutes ces entreprises-là, elles auraient pu s'appeler autrement, que ça n'aurait rien changé à leur croissance et à leur développement. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que dans un monde idéal, 10% des noms qui existent, d'entreprises qui existent, sont des opportunités, sont des bons noms. 80% ne servent à rien, ce qui n'est pas grave, hein, mais ne servent à rien. Et 10% sont mauvais. Et en fait, on se retrouve avec finalement 3 grandes catégories de noms. Je vais essayer de rappeler rapidement. Et après, ensuite, on pourra vous expliquer, OK, quelles sont les grandes catégories de noms, comment est-ce que finalement on en trouve un bon, et quelle est notre méthode. Allez. Donc, comment est-ce qu'on reconnaît un bon nom? Donc, un nom qui finalement est une opportunité. En fait, un bon nom, c'est un nom qui participe à créer un imaginaire positif autour de votre marque. Et en gros, il va aider tout le reste de votre stratégie de marque. Votre argumentation, vos slogans, votre identité visuelle, etc. Votre identité visuelle, lorsque vous la créez, l'univers créatif que vous développez autour de votre marque, ça va envoyer un certain message à votre audience. Votre slogan, c'est la même chose. La deuxième punchline, la deuxième blague sur votre site web, c'est la même chose. Et votre commercial, lorsqu'il se présente, c'est la même chose. Ils envoient un message aux clients ou aux visiteurs. Et c'est cette cohérence et cette répétition qui fait que votre interlocuteur va comprendre ou pas votre valeur ajoutée. Bah, un bon nom, un nom réussi, c'est un élément de plus qui participe à cette cohérence. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave, mais si vous l'avez, en fait, votre marque et votre discours de marque est encore plus percutant. Par exemple, si on prend Apple, c'était particulièrement pertinent à l'époque pour exprimer le staying different, à une époque où IBM et Microsoft étaient la norme. Il y a une mutuelle que j'aime beaucoup, une startup qui s'appelle Alan, par exemple. Donc, c'est une mutuelle en ligne qui cherche un peu à tout simplifier. Bah, c'est un bon nom, parce que le but, c'était de signifier le simple et proche de vous. Et donc, Alan, c'est super court. Alan, ils arrivent à le personnifier pour utiliser le prénom, après le prénom du coup Alan pour personnifier leur com. Alan fait ci, Alan fait ça, un peu à l'image de, pour ceux qui l'ont vu, la publicité Georges Sambon. C'est un peu la même logique qu'ils utilisent. Ouais. Le nom les aide dans leur com. Ensuite, on a, hop, je vais bouger, les noms inutiles slash neutres. Donc ceux qui indiffèrent. Donc IMO 2000 pour une agence immobilière, Crédit Plus pour une banque, ou ESPN pour une chaîne de télévision et EADS pour un fabricant d'avions. En fait, ces noms-là, bah, c'est les plus courants. Donc, comme je disais, au moins 80% du tissu des entreprises françaises, peut-être même plus. Et bon, dans ces entreprises-là, il y en a qui sont de belles entreprises en croissance, qui ont plus de 1000 salariés et qui fonctionnent très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces entreprises-là, elles auraient pu s'appeler autrement, que ça n'aurait rien changé à leur croissance. Et donc, le nom inutile, il est ce qu'il est, inutile. Et donc, il n'a aucun effet sur votre développement. C'est pas grave, c'est pas risqué, mais c'est dommage de ne pas avoir pris le temps de créer un bon nom. Ensuite, et ça c'est peut-être le pire, et c'est celui surtout qu'on veut éviter, c'est les mauvais noms. Donc c'est ceux qui vont abîmer votre image de marque et vont venir perturber la cohérence que vous essayez de créer dans votre communication. Ça, c'est ce que j'appelle un handicap finalement. Donc, un mauvais nom, c'est un nom qui va se construire en opposition avec l'ADN de votre marque. Par exemple, dans l'idée, quelqu'un qui veut exercer en tant que coiffeur haut de gamme, se lancer dans un jeu de mots comme coiffe-hair ou séductif, par exemple, bah, ça va pas forcément vous aider à vous positionner comme un prestataire de qualité. Ouais, ça fait pas Au très haut de mieux, gamme. c'est ça. En fait, au mieux, on va passer pour un comique sympa, mais au pire, on va passer pour quelqu'un qui a un goût douteux en jeu de mots. Et donc, on Ouais. n'a pas forcément envie de lui confier le sort de ses cheveux. Ce qui n'a Donc, aucun rapport d'ailleurs, hein, non, mais mais ce qui n'a aucun rapport. C'est peut-être juste les des a gens. priori. On parle que d'a priori, hein. Quand on parle du nom, il faut comprendre que c'est vraiment, c'est comme ce que je disais pour Dylan et Marie-Antoinette. Ça veut rien dire sur la personne en elle-même. Mais Ouais. par contre, on va avoir un a priori sur la personne qu'il y a derrière. C'est pareil pour une marque. Donc, de la même façon, un mauvais nom qui pourrait aussi exister, c'est un nom qui ne répond pas, par exemple, à vos objectifs business. Par exemple,
si on veut se développer à l'international, il vaut mieux anticiper en créant un nom qui sera compréhensible à l'international. Si on souhaite développer une nouvelle offre, c'est-à-dire que si on pense qu'on veut pas, on vend, je sais pas moi, des chaudières et on va se mettre à vendre des canapés, je dis ça comme ça. Si on choisit un nom qui ne parle qu'au cours de tout ce qui touche de la chaudière, bah forcément, on va avoir un problème très rapidement. On a eu ça, des clients qui avaient choisi des noms qu'ils pensaient très bons, qui étaient reliés vraiment à leur domaine d'activité, à leurs produits, ce qui n'est pas forcément intéressant. On le verra plus tard. Et le problème de fond, c'était que dès qu'ils ont voulu se diversifier, etc., leur nom leur posait un vrai problème. C'est un mauvais nom. Ok. Et petite question, stand-out dans tout ça, tu le places où? Standout, c'est un mauvais nom. Et c'est quelque chose sur lequel, enfin, en tout cas, ça flirte avec le mauvais nom. C'est quelque chose que je précise à chaque fois. On a créé Standout à Singapour. Donc un nom qui fonctionnait bien à Singapour, qui était parfaitement compris et c'était plutôt intéressant. Donc Standout, c'est sortait du lot en français. Et donc pour une agence marketing, on se disait que c'était malin. Lorsqu'on est arrivé en France, donc on avait encore Standout à Singapour, donc on s'est dit on va garder le nom. Ce qu'on a arrêté maintenant. Le problème, c'est qu'en fait, en France, Standout devient Standout, personne ne sait ce que ça veut dire, personne ne sait l'écrire, et ça commence à être un problème. C'est-à-dire que les gens ne retiennent pas notre nom et ils nous retiennent nous à la limite, mais notre nom ne nous sert à rien. Donc on est vraiment la logique du cordonnier mal chaussé, c'est nous, si vous posez la question. Ouais. Hop. Allez, on continue avec, du coup, là, on a un peu identifié les trois types de noms, les trois grandes catégories. Mais maintenant, comment tu le reconnais? Par exemple, pour moi, Standout, c'est un nom inutile. Je ne l'aurais pas mis dans les mauvais noms. Alors, du coup, Ça, c'est parce c'est que t'es quoi? arrivé. Ça, c'est parce que t'es arrivé il y a 4 mois et que t'as envie d'être gentil avec nous. Ça, mais c'est Bah pas oui. vrai. Non, mais du coup, est-ce qu'il y a des règles? Est-ce que l'idée, c'est que, je sais pas, faut que le nom soit court, faut qu'il soit cool, faut qu'il soit traduit en plusieurs langues? Est-ce que tu as des règles un peu? En fait, le truc, c'est que le principal problème des gens qui sont en train de trouver leur nom, c'est qu'ils se mettent trop de contraintes. On va en parler un peu plus tard, mais trouver le nom idéal pour sa marque, c'est très, très difficile. Trouver le nom opportunité, c'est très compliqué. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé les contraintes, ce qu'on appelle des contraintes inutiles, tout ce qui est international, court, nom de domaine disponible. Il faut que ça véhicule telle idée, mais que ça fasse jeune, etc. Ça, c'est des contraintes qui sont intéressantes. Ouais, on m'a perdu. C'est bon, on C'est t'a bon? retrouvé. Ok. Allez, vas-y, on reprend. Je disais, on va mettre beaucoup de contraintes en général quand on va penser à son nom. On se dit, il faut qu'il soit court, il faut qu'il soit international, il faut que le nom de domaine soit disponible, il faut que ça véhicule telle idée, mais en même temps que ça fasse jeune, etc., etc., etc. Et en fait, le problème, c'est que ça rajoute beaucoup de contraintes à quelque chose qui est déjà difficile. Donc, si vous écoutez toutes les contraintes et toutes les règles que vous pouvez trouver sur Internet, et en général, ils en mettent 40, vous n'allez jamais trouver un nom intéressant. Le nom parfait, en 2021, il n'existe souvent pas. C'est-à-dire qu'il y a tellement de marques qui ont été créées, tellement de marques qui ont été déposées, qu'il y a de grandes chances que vous deviez jouer avec les contraintes pour trouver le meilleur nom possible, qui ne sera pas forcément un nom parfait. Un bon nom, en fait, parce que votre nom il aura des défauts et des imperfections, le bon nom, c'est celui dont les forces de ce nom-là, peuvent vous aider à porter une marque distinguante au-delà de ses imperfections. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous, chez Standout? C'est qu'on s'est dit, OK, parmi toutes ces règles, on va en garder 4. 4 qui sont les plus importantes à respecter, 4 qui, si elles sont respectées, on a déjà un bon nom. Le reste, c'est du bonus. Donc, la première grande règle, il y a vraiment un ordre dans ces règles, c'est-à-dire que si la première n'est pas respectée, ça ne sert à rien de regarder la deuxième. La première grande règle, c'est qu'un bon nom doit pouvoir capter l'attention. Donc, un bon nom, c'est un nom qui interpelle, qui attire l'attention et qui donne envie d'en savoir plus. Donc, ça peut être un nom légèrement décalé et inattendu. C'est un nom où on se dit, OK, c'est pas forcément, je ne l'aurais pas forcément directement relié à votre domaine d'activité, et donc, je me demande ce qu'il y a derrière. En fait, le but, c'est de sortir du convenu et du non trop transparent. Ce qu'on veut faire, c'est surtout fuir l'évident, le immobilier 2000. Ok. Pourquoi? Ouais, l'idée, c'est que quand tu te présentes, je sais pas, Hugo, je travaille chez machin, les gens se disent, ok, c'est quoi machin? Et là, ça te permet ensuite d'enchaîner. C'est exactement ça. En gros, l'idée de fond, c'est qu'on est exposé à plus de 15 000 marques.
tous les jours. Donc, Ouais. marque sur les vêtements, pub sur Facebook, enseigne, etc., etc. Et donc, on a constamment des flux qui nous arrivent, voit constamment des enseignes, etc. Donc, qu'est-ce que fait notre cerveau? Et ça, c'est vrai dans la communication de manière générale. Qu'est-ce que fait notre cerveau? Il trie. En gros, il lit pas tout. Donc, il faut d'abord capter son attention pour ensuite faire passer un message. Donc, encore une fois, Apple, pour une marque d'informatique, à l'époque où c'était IBM et Microsoft qui étaient la norme, c'était intéressant. C'est pas ce qu'on attendait d'une entreprise qui allait vendre du software, enfin, du coup, des ordinateurs. Sport 2000, à l'inverse, c'est un mauvais nom pour un vendeur d'articles de sport. C'est trop littéral. Et du coup, personne, si je dis bonjour, je m'appelle Margot de chez Sport, je travaille chez Sport 2000, personne ne va te demander ce qu'est Sport 2000. On va passer à autre chose. À l'époque, je travaille chez Apple, c'était intéressant. Maintenant, non, parce qu'ils ont la notoriété, mais à l'époque, c'était intéressant. Et donc, ça, c'est la règle qui est la moins respectée. Les gens qui créent leur activité, surtout dans l'immobilier par exemple, ont besoin de se dire il faut que je mette ERA immobilier. Il faut que les gens sachent que je fais de l'immobilier. Mais en fait, le truc, c'est qu'un nom n'est jamais seul. Votre nom, sur votre site internet, s'il est sur un site d'immobilier, on va bien comprendre que vous faites de l'immobilier. Votre nom, s'il est sur une devanture avec des offres immobilières partout, on va comprendre que vous faites de l'immobilier. Et ça, les gens l'oublient, en fait. Et donc, plutôt que de devoir caser absolument immobilier, trouvez autre chose qui va participer à capter l'attention. Oui, on m'a perdu. Margot? On a perdu Margot. J'avais pas vu, je dis le bon pour le commentaire. Margot. Est-ce que vous m'entendez? Sinon, ok. Oui pour moi? Ok. Bon. Ce que je vais faire, Margot, je sais pas si tu m'entends, mais c'est que je vais continuer. Et puis, tu nous dis lorsque tu es revenu. Donc, la deuxième règle. Hop. La deuxième règle, c'est qu'une fois que vous avez réussi à capter l'attention, ce qu'il faut faire. Ah, il y a une perte de connexion Internet. Ah, t'es revenu, Margot. C'est bon? Ouais, mais en fait, moi, je t'avais perdu du toi. Ah, ok. Bah, tout le monde était. J'ai le chat en témoin. C'était bon pour mon côté. Donc, la deuxième règle, véhiculez votre offre simplement. Ça, c'est l'erreur que font les gens. En gros, ils ont tendance à vouloir véhiculer leur offre directement et à dire, bah voilà ce qu'on fait. Sauf que si on n'a pas capté leur attention avant, personne ne va s'intéresser à ce que vous faites. Donc, le bon nom, ce qu'on va essayer de faire, c'est que dans son explication, lorsque vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'on s'appelle comme ça, vous n'allez pas dire parce qu'on fait de l'immobilier, ce qui n'apporte rien, mais parce que on a telle manière de travailler, telle vision de notre métier. C'est ça qui est intéressant parce que c'est distinguant. Donc, on veut éviter de décrire son activité. Ce qu'on veut faire, c'est aider votre interlocuteur à se souvenir de votre entreprise et surtout à se souvenir de votre offre slash votre distinction slash votre valeur ajoutée. Donc, par exemple, nous, on a créé pour une agence immobilière qu'on a créée qui était à Toulouse, on l'a appelée la Brique Rose. Ce qu'on voulait faire passer, c'était le fait qu'ils étaient des experts historiques de l'agglomération toulousaine, qui sont connus pour la couleur de sa brique, etc. Mais on voulait éviter d'appeler ça les experts immobiliers toulousains, les experts immobiliers du Sud, Immobilier Sud, etc. Toutes ces marques-là qui existent. Pareil, Alan, ce qu'ils voulaient faire passer dans leur explication de nom, c'est toute la partie simple, rapide, proche de vous. Donc, au hasard, le pire nom pour Alan, ça aurait été quelque chose comme Malakoff Médéric Humanis. Je pense que certains d'entre vous connaissent. Donc, si on veut révolutionner l'univers des mutuelles, il faut absolument prendre un nom qui est à l'opposé de tout ça. Ouais. Ok? Donc, dans l'explication, dans le pitch, ensuite, on va pouvoir faire passer des valeurs. Et ça, c'est hyper fort et hyper intéressant. La troisième règle, qui peut paraître... Ah, alors, on a inversé. Du coup, on va faire dans l'autre sens. Donc, la troisième règle, qui peut paraître, qui est importante, c'est la disponibilité. Donc, on pourra en parler beaucoup plus tard de comment est-ce qu'on fait ça, et ça paraît tout bête, mais aujourd'hui, c'est très, 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 très dur de trouver un nom qui est disponible sur les critères de visibilité, de notoriété et juridique. J'en parlerai plus tard, mais sur le long terme, si votre marque elle veut être durable, il faut absolument les prendre en compte. Et ça, vous allez voir que ça va enlever 80 à 90% de vos bonnes idées. Ça fait très mal. Mais nous, on le recommande parce que beaucoup de startups se lancent en ne prenant pas ça en compte. Et si ça marche, vous vous retrouvez 6 mois plus tard, soit avec un procès aux fesses, soit à devoir tout changer. Et ça pose aussi problème. Hop.
L'autre gros critère qu'on tient, et c'est vraiment ces 4 règles qu'on essaie de tenir, mais elles ne sont pas si simples à respecter, vous le verrez plus tard, c'est orthographiable. Enfin, orthographiable / prononçable. Je dis ça spécialement aux gens qui lancent des startups. Le problème, c'est que très souvent, pour aller vite, ils ont une idée. Type, je vais appeler ça, bon, l'exemple que j'ai pris, c'est chaussures et chaussures. Mais dans l'idée, je vais appeler ça, donner tel nom. Je me dis, ce nom-là, il est parfait. Il n'est pas disponible. Donc, je me dis, OK, ce que je vais faire, c'est que je vais changer 4 lettres pour que ça passe. 2 gros problèmes à ça. Déjà, ça, n'importe quel avocat vous dira que ça ne suffit pas. Deuxièmement, vous rajoutez énormément de complexité à votre relation client. Imaginez, vous arrivez, vous dites, bah, OK, bah, je suis commercial chez Chaussures. Alors, ça s'écrit avec un S, il n'y a qu'un seul S, il n'y a pas de E. Alors, au lieu des 2 S, tu t'en mets qu'un seul, et puis il y a un O à la place du AU. Bonjour. Tu dois épeler à chaque fois. Les gens se trompent, ils ne vous trouvent pas, etc. Bah, ça, c'est super courant. Et regardez les noms des dernières boîtes qui se sont créées. Très souvent, le nom, ça ne va pas à ce niveau-là. Et ça crée de la complexité. Je comprends pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait, et on peut modifier un peu, mais à la marge. Et parfois, il y en a où ils forcent vraiment les Y. En général, quand le Y commence à apparaître, c'est qu'il y a un problème quelque part. J'aime bien. Oui. C'est souvent, il y a eu. On aurait pu trouver autre chose. On n'était pas obligé de mettre Oui, ou alors Y et faut qu'il d'enlever y ait ces un 3 lettres. sens du pourquoi est-ce qu'ils ont changé l'orthographe. Si ça correspond à, enfin, si c'est voulu, OK, à la Ouais, limite. Si c'est juste parce que c'était pas disponible, enfin non, c'est pas possible, ça va pas. c'est ça. Et surtout, le problème, c'est que l'explication, il faut qu'elle serve à quelque chose. Je me rappelais d'une boîte dans laquelle j'avais bossé il y a très longtemps qui s'appelait Shaker et qui ne pouvait pas poser Shaker. Et donc, il avait mis Shaker avec plusieurs H et qui disait, ah, mais c'est parce qu'il y a il y a plusieurs personnes, donc humains, hommes, dans Shaker. C'était un peu bancal et surtout, ça n'était pas tant que ça leur positionnement et ce qu'ils apportaient, parce que finalement, leur valeur ajoutée n'était pas sur le fait qu'il y ait plusieurs personnes. Ouais. Et l'autre problème, c'est qu'encore une fois, un bon avocat, il vous dit, c'est mort, c'est pas suffisant. Donc, on revient toujours au même, en fait. Changer une lettre, ça suffira pas. Il faut savoir renoncer. Exactement, savoir renoncer. C'est ça. Donc, c'est quoi notre Ok. méthode et comment est-ce qu'on fait? Vas-y, Margot. Non, justement, j'allais te dire que là, tu nous as donné quelques règles, mais c'est quand même très abstrait de se dire, OK, il faut que ça capte l'attention, il faut que ça soit orthographiable. On reste quand même sur des règles qui sont très larges. Et du coup, voilà, concrètement, c'est quoi vos méthodes? Toi, quand tu as un client et tu dois trouver un nom, comment tu fais? Ok. Alors là, je vous invite à prendre des notes, mais dans tous les cas, je pense qu'on va enregistrer la VOD et on vous enverra Ouais. sûrement cette présentation après. Mais on va vous donner étape par étape ce qu'on fait pour nos clients. En gros, l'idée de fond, c'est que si vous n'avez pas le budget de travailler avec nous ou avec n'importe quel prestataire, vous puissiez essayer de le faire vous-même. Donc, la première étape est la plus importante. Avant de vous lancer dans la création de nom, c'est de définir votre entreprise. Et vraiment, c'est indispensable. Et le définir à l'écrit. Si vous ne le faites pas, vous n'allez jamais y arriver. Pour une raison simple, c'est qu'en général, la création de nom, ce n'est pas un processus que vous faites seul, vous le faites souvent à plusieurs. Et quand on essaie de faire de la créativité à plusieurs, si on ne définit pas avant de quoi on parle, il y a de grandes chances que ça aboutisse jamais. Parce qu'en fait, chacun a sa vision de l'entreprise, chacun a sa compréhension des noms que vous allez proposer, et donc ça crée beaucoup trop d'aléatoires, et ça fait que vous pouvez passer 4 semaines avec personne de d'accord. Le truc, c'est que ça, c'est lié au fait que vous n'ayez pas défini avant qui vous étiez. Nous, ça c'est une petite anecdote assez rigolote, mais depuis quelques mois, on propose plus qu'un seul nom à nos clients. On a arrêté d'en proposer plusieurs, on n'en propose qu'un seul. Depuis qu'on n'en propose qu'un seul, on a 100% de réussite. Tous nos noms sont acceptés du premier coup, avec cette méthode notamment. Mais ça, c'est lié au fait qu'avant, on a défini avec le client ce qu'était son entreprise. Donc, on parle de la même chose. Et donc, notre travail, c'est simplement de trouver le meilleur nom pour cette entreprise définie. Donc, je vais vous donner 2 méthodes pour définir votre entreprise. Hop. 2 secondes. Je bouge juste ça. La première, c'est de passer. C'est la plus. Hop. La première, donc, c'est passer par la plateforme de marque, comme je disais. Je ne vais pas vous donner un cours sur la plateforme de marque aujourd'hui. Potentiellement, on pourra parler une autre fois en webinaire. C'est quelque chose qu'on pratique énormément avec nos clients. Mais l'idée de fond, c'est de définir votre entreprise sous le prisme de qui est ma cible, quel est le constat que j'ai fait sur le marché, quelle est la mission de mon entreprise vis-à-vis de ce constat, quelles sont mes valeurs qui caractérisent ma façon de travailler, quelle est mon offre, quelle est la transformation donc, que j'offre à mon client. Et cette offre-là, cette promesse, comment est-ce que je la tiens et comment est-ce que je me distingue de mes concurrents par rapport à ça.
Ça va être un document qui va faire de 1 à plusieurs pages et qui va permettre de poser sur le papier ce que vous êtes. Et ensuite, on va pouvoir commencer à être créatif. Ça peut prendre un peu de temps et c'est pas forcément simple si on n'est pas habitué à du coup travailler dans la stratégie de marque. Donc, ce que je conseille pour ceux qui débutent plus, c'est d'utiliser la méthode du MVP ou de la Minimal Viable Brand. Cette méthode-là, elle a été popularisée par l'agence Marcel, une grosse agence parisienne. Et en gros, c'est le même principe qu'un MVP en business. Donc, vous savez, Minimal Viable Product. Et en gros, c'est qui est du coup le produit dans ses fonctionnalités les plus basiques. Et bien là, on va faire la même chose, mais pour une marque. La marque dans ses fonctionnalités les plus basiques, mais qu'on va quand même cadrer. Donc, qu'est-ce qu'on met dans une MVP? Contre quoi est-ce que nous nous battons? En gros, quel est le problème, le dysfonctionnement qu'on veut résoudre? Pourquoi nous battons-nous? Donc, en gros, notre mission, notre cause, la réponse à un problème qu'on a constaté. Par exemple, la marque Hitch, qui fait grosso modo ce que fait Uber, mais le soir. Ils se battent pour que tout le monde puisse rentrer chez soi en sécurité tard le soir. C'est un peu ça l'idée. Ensuite, quelles sont nos armes pour gagner la bataille? Ça, c'est les arguments de distinction. En gros, qu'est-ce qui fait que notre promesse, notre mission, on peut la tenir? Argument de distinction, qu'est-ce qu'on fait mieux que les autres, etc. Et enfin, quel est le cri de guerre? Grosso modo, c'est le slogan qui permet un peu de cadrer votre marque. Faites au moins ça, ce qui vous permettra ensuite de pouvoir travailler sur tout le reste. Mais au moins ça. Ok. Attends, j'en profite là pour rebondir. On a dit qu'on faisait les questions à la fin, mais celle-là, je pense qu'elle est bien. Marc qui demande si on peut faire le lien avec la raison d'être de l'entreprise. Je pense que la raison d'être, enfin, Hugo, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est pas suffisant. Ça va rentrer dans toutes ces questions, mais ça va au-delà de la raison d'être. Il y a quand même pas mal de questions auxquelles tu dois répondre qui vont au-delà. En gros, l'idée, c'est que la raison d'être, c'est similaire à la mission. Donc, c'est bien et il la faut. Le fond de ce que je veux dire par là et pourquoi est-ce que nous, d'habitude, on penche plus vers la plateforme de marque, c'est que plus vous serez exhaustif, moins il y aura de place pour l'interprétation. C'est un peu ça l'idée. En vrai, dans le meilleur des mondes, nous, on ne fait pas de MVP avec nos clients, on fait des plateformes, par exemple, parce que le MVP est trop court pour nous. Mais déjà, un MVP, c'est cool, il faut essayer de pousser un peu plus que la raison d'être, aller sur l'offre, aller sur les valeurs, aller sur les arguments de distinction, pour avoir au moins une compréhension globale de l'ADN. Tout ne nous servira pas pour la création de noms ensuite, mais lorsque vous aurez des désaccords avec vos associés, par exemple, vous pourrez revenir sur cette plateforme et dire oui, mais tu vois, ce nom-là, il fonctionne parce que je me suis inspiré de ça et ça dans la plateforme. Et regarde, ça, c'est nous. Alors que si on commence à ne pas avoir cette définition-là, on va tomber dans le j'aime pas. Et ça, c'est la pire chose. C'est pareil pour les logos, mais c'est la pire chose lorsqu'on a une démarche créative. Le j'aime pas, il n'a rien à faire là, surtout en marketing. Ok. Donc, deuxième étape. Donc, ok, on a compris qui on était. Ah, je crois qu'on a encore perdu Margot. On a compris qui on était. Non. Ah, t'es là? Non. On a perdu l'image. Ok, tant mieux. Non. On a compris qui on était. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de commencer à trouver les noms. On commence, nous c'est un peu étrange, par trouver des mauvais noms. À chaque fois, on fait ça en groupe. On va trouver des noms qui ne fonctionnent pas. La raison, elle est assez simple. C'est qu'en fait, on va apprécier d'autant plus un bon film lorsqu'on vient de voir un AV juste avant. Si dans votre vie, vous voyez que des films excellents, vous n'allez probablement pas vous rendre compte à quel point est-ce que ce film est excellent avant de voir un mauvais film. C'est la même chose pour les noms de marque. D'abord, on va définir qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour essayer de trouver ce qui fonctionne. Donc, là, le but, c'est qu'on va écrire des noms et réfléchir à qu'est-ce qui les rend mauvais. On va se dire, OK, quel nom serait vraiment mauvais pour l'entreprise? Ça, 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 ça. Et on se fait une liste. Chacun se fait une liste si vous travaillez à plusieurs et va expliquer, OK, j'ai mis ce nom-là parce que j'ai mis, par exemple, pour une agence de com, Communication 2000. Je pense que c'est un très mauvais nom pour nous. Pourquoi? Parce que le nom, il est trop transparent par rapport à notre activité et que du coup, ça va interpeller personne. Puis en plus, on n'est plus on est dans les années 2000. Et donc, à partir de là, ce qu'on va faire, en fait, à partir de tous ces mauvais noms, c'est qu'on va en déduire des, des pistes de réflexion pour la suite. Par exemple, à partir de Communication 2000, on va déduire le fait que on va bannir l'utilisation des termes tels que communication ou marketing. OK? Par exemple, si on avait bien fait notre travail à l'époque, on aurait pu se dire que standout, c'est pas forcément un bon nom parce que les anglicismes sont trop utilisés en communication et en plus personne ne sait ce que ça veut dire. Donc, autre règle qu'on va se poser dans la suite de notre démarche créative,
c'est de se dire de ne pas se servir d'anglicismes incompréhensibles. Tac, 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 tac. En général, c'est probablement la partie qui est la plus marrante. En vrai, vous pouvez aller super loin et vous pouvez essayer de trouver vraiment qu'est-ce qui fait un mauvais nom et ça permet de vous mettre tout de suite d'accord et de ne pas perdre de temps. Hop. Troisième étape, on va parler un peu plus sensation. En gros, on va parler émotion, on va parler... vous savez, au début, on veut surprendre. On veut que la personne, elle ne s'attende pas à notre nom et qu'elle se dise, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? On peut le faire de plein de façons, ça. Il y a beaucoup qui utilisent l'humour, mais nostalgie, confiance, mystère, toutes ces émotions-là qu'on veut véhiculer, elles sont aussi hyper importantes. Donc, à partir de l'ADN de marque qu'on a déjà défini, à partir de la plateforme, à partir du MVB, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de regarder, OK, notre marque, qu'est-ce qu'on veut provoquer comme sensation? Mystère, romance, subtilité, nostalgie, rire. Quelle émotion est-ce qu'on veut travailler? En gros, pourquoi est-ce qu'on vous dit de faire ça? C'est parce qu'un nom, c'est assez simple en soi. C'est-à-dire que vous n'allez pas réussir à faire passer 15 idées dans le nom. Il y a pas mal d'agences, de marketeurs, et même nous, quand on a commencé il y a très 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 longtemps, on tombait un peu dans ce travers, le travers du communicant, qui grosso modo, il trouve une idée de nom, et après, il vous explique en 4 minutes pourquoi est-ce que c'est un bon nom. Sauf qu'en fait, dans la vraie vie, quand vous allez donner votre nom, vous n'aurez jamais 4 minutes pour expliquer toutes les subtilités qu'il y a derrière votre nom. Et donc, déjà, si vous arrivez à faire passer une émotion ou une valeur, c'est déjà réussi en fait. Vous allez avoir, enfin, si on vous demande, mais en fait, c'est quoi machin 2000, bah, vous aurez l'occasion juste très brièvement de pitcher votre boîte et la signification de votre nom. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de véhiculer 10 000 idées. Donc, resimplifier autour de voilà, une émotion, une sensation que vous voulez transmettre. Ensuite, étape 4, nous on aime bien aussi celle-là, écrire 5 noms cool que votre mère ou votre grand-mère n'apprécierait pas. En gros, là, le but, c'est vraiment de sortir des sentiers battus. C'est de essayer d'apporter un peu de folie et essayer de se dire, OK, on se dit au début, vous inquiétez pas, c'est pas ce nom-là qu'on va prendre. Maintenant, on essaie de trouver des noms qui vraiment sortent des sentiers battus et sont pas du tout ce qu'on peut trouver. L'avantage de faire ça, enfin, nous, ce qu'on trouve, ce qu'on a remarqué, c'est que souvent, les meilleures idées, elles viennent à ce moment-là. En fait, les meilleurs noms, les noms qui font, mais comment ils ont osé, c'est souvent à ce moment-là qu'on les trouve. Et si c'est pas ce nom-là qu'on trouve à ce moment-là, dans tous les cas, ça donne une piste pour trouver le nom qui est le bon. Je pense que le vrac tout nu, la boîte dont on parlait hier à Toulouse, c'est à ce moment-là. Le drive tout nu. Ouais, exactement, le drive tout nu. C'est génial comme nom. Le nom est incroyable, il marche très bien. Ouais. Et effectivement, c'est clairement un nom qui, quand on se dit je vais créer mon entreprise, j'ai appelé ça le drive tout nu, il y a 10 000 raisons pour lesquelles ça peut être une mauvaise idée. Mais c'est génial, pour un drive qui fait du vrac, c'est génial. Et si c'était pas passé par là, s'ils n'avaient pas osé faire ça, ils l'auraient pas forcément trouvé. Ouais. Hop. Donc vraiment cette étape-là, elle est importante de la faire à ce moment-là parce que vous avez besoin de comprendre avant qu'est-ce qui fait que votre nom peut être intéressant et aussi de comprendre avant quel message vous voulez faire passer. Mais elle est hyper intéressante. Une fois que ça c'est fait, hop, là, comment dire, vous avez plus ou moins d'idées à ce moment-là. Et donc, si vous êtes un peu short, ce qui arrive assez souvent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé, et on vous enverra ça après, des typologies de noms qui fonctionnent. En gros, c'est les grands types de noms de marques qui existent. C'est pas une liste exhaustive. Et l'idée, c'est de vous dire, OK, si je devais faire rentrer mon entreprise et lui trouver un nom pour qu'il rentre dans une catégorie ou dans une autre, qu'est-ce que je prendrais pour l'entreprise? Il y en a qui seront nuls, hein. Mais voilà, si je devais prendre un nom qui est dérivé d'un mot existant, comment est-ce que j'appellerais mon entreprise? Si je devais faire un nom audacieux, comment est-ce que j'appellerais mon entreprise? Si je devais m'inspirer de la mythologie, comment est-ce que j'appelle mon entreprise? Et en fait, à vous forcer à faire ça, la majorité des noms ne fonctionneront pas, mais par contre, certains seront hyper pertinents. Et en fait, il en suffit qu'un. Ça, c'est important aussi. Dans la démarche créative, on va en trouver énormément, mais il suffit d'un seul nom qui fonctionne pour que votre travail soit fait. Hop, donc ça, on vous l'enverra. Et c'est vraiment un peu, la liste est un peu plus longue d'ailleurs que ce que j'ai mis là. Ouais, là, il n'y a pas Mais il n'y a pas tout. Mais on vous l'enverra. Et l'idée, c'est vraiment
nous, c'est souvent ça qui nous aide en fait à nous recadrer quand on est un peu à sec sur les idées. Ça nous permet de changer un peu le point de vue et d'essayer de prendre d'autres pistes. Donc, c'est assez Mmh. intéressant. L'étape 6, normalement, là, vous avez pas mal d'idées, dont certaines, vous vous dites, elles sont incroyables, c'est génial, on va appeler la boîte comme ça. Le truc, c'est que là arrive la pire phase. C'est la pire. En vrai, elle est horrible, cette phase, à chaque fois. C'est la vérification de la disponibilité. Cette phase-là, elle est super dure parce qu'en gros, vous allez jeter 90% de vos idées. Et vous allez jeter les meilleures parce qu'elles ont déjà été trouvées, parce qu'elles ont déjà été posées, parce qu'il y a déjà 40 concurrents qui ont exploité le filon. Et c'est pas facile. Et ce qui est très important par contre, c'est à partir du moment où vous définissez que OK, c'est pas disponible, pour les raisons que je vais vous dire ensuite, il faut le jeter tout de suite et il faut passer à autre chose. Le pire, et on l'a déjà vu, hein, c'est lorsqu'on commence à s'accrocher à une idée qui ne fonctionne pas, parce qu'en fait, tout le reste va paraître moins bien, sauf que la première n'est pas utilisable. Et donc la première qui n'est pas utilisable vient perturber les autres en disant ah oui, mais c'est moins bien que la 1. Sauf que vu que la 1 ne fonctionne pas, il faut juste la mettre à la poubelle. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui, mais on finit toujours par juger en se disant ah mais la 1 elle était géniale, sauf que c'est pas possible. Et c'est une question de risque en fait, toujours dans la création de noms. Mais s'il y a un risque, il vaut mieux prendre le deuxième nom qui est un peu moins bien mais qui n'est pas risqué, plutôt que le premier qui est peut-être mieux, mais il y a un risque. Et enfin, il y a suffisamment de risques dans la vie d'entrepreneur pour pas en plus en rajouter un sur son nom. C'est clair. Et du coup, comment tu vérifies la disponibilité? Parce que Alors, on n'est pas tous avocats, quoi. c'est ça. Donc, nous, enfin, chez Standout, on le fait de plusieurs façons. Donc, la première, c'est la partie juridique. Donc, c'est assez simple. On fait une recherche sur la base marque INPI pour vérifier s'il y a une antériorité. En gros, est-ce que la marque a déjà été déposée sur votre classe? Alors, comment faire ça? Nous, le truc, c'est qu'on a été formé par l'avocate avec qui on travaille, ce qui nous permet de prévisualiser s'il y a un risque ou pas au niveau juridique. L'idée de fond, quand même, c'est de vous dire qu'à partir du moment où, dans votre industrie et sur votre classe, il y a une marque proche, il vaut mieux passer à autre chose. Mais si vraiment vous avez une bonne idée et que vous dites, OK, il y a une marque qui est posée sur ma classe, mais au fond, ils ne font pas vraiment ce que je fais, là, allez voir un avocat qui vous dira s'il y a vraiment du risque ou pas. OK. Mais nous, donc, on fait ce premier choix. Déjà, on regarde ça et en général, on en élimine énormément via l'INPI. Ensuite, il y a la recherche Google. C'est aussi simple que ça. En fait, la recherche Google, elle permet de savoir deux choses. En fait, le truc, c'est que même si ce n'est pas posé sur votre classe, il peut y avoir des marques proches et similaires dans votre domaine d'activité qui, OK, elles n'ont pas posé leur nom, mais en fait, elles existent quand même déjà. Et donc, le problème du fait qu'elles existent déjà, c'est qu'il y a une logique d'antériorité dans le droit français qui fait qu'elles peuvent quand même si elles n'ont pas déposé, euh, venir déposer ensuite et dire mais nous, on y était déjà avant. Ça, c'est une chose. L'autre chose qu'elles peuvent faire, en fait, enfin, pas tant qu'elles peuvent faire, mais qui pose problème, c'est que puisqu'elles existent, bah, ça pose problème parce que ça pose confusion avec votre nom. C'est-à-dire que vous allez commencer, vous allez monter sur les moteurs de recherche, et il y aura toujours une entreprise qui a un nom très similaire qui vous ressemble dans les résultats. Et ça va faire qu'il y a plein de gens qui vont se perdre, il y a plein de gens qui vont se tromper, il y a plein de gens qui vont aller ailleurs. Et c'est toujours pareil, c'est suffisamment dur l'entrepreneuriat, suffisamment complexe de trouver des clients, on ne va pas en plus se rajouter de la complexité pour qu'ils se trompent avec d'autres concurrents. La dernière chose, en termes de disponibilité, c'est la disponibilité de notoriété. C'est les marques qui, bah, certes, ce n'est pas le même domaine, mais aujourd'hui, vous voulez appeler votre entreprise Innocent, par exemple, même si vous faites de l'immobilier, encore une fois, je vous le déconseille très fortement. Pourquoi? Parce que Innocent est trop gros sur le marché et dans l'univers commun. Pareil avec Nike, etc. etc. OK? Cool. Une fois que ça s'est terminé, une fois que vous avez réussi à passer tout au crible, on arrive à la dernière étape, celle de trouver son champion. Normalement, il vous restera 1, 2 ou 3 noms. Honnêtement, il vous en restera un en plus, parce que l'étape juste avant, comme je disais, elle est particulièrement difficile. Et c'est là où maintenant, il faut choisir celui que vous préférez. Dans l'idée, comment le choisir? Vous reprenez les 4 grandes règles qu'on avait définies plus haut. Capter l'attention, véhiculer le message, être orthographiable et être disponible. Si ça respecte ça, techniquement, c'est un bon nom. Si vous en avez plusieurs qui respectent ça et que vous n'avez pas à choisir entre, je veux dire, c'est une bonne nouvelle, tant mieux, c'est le luxe. Là, vous pouvez prendre en compte des contraintes secondaires comme disponibilité de nom de domaine, portabilité à l'international, etc., le plus court, etc., etc. Mais ça, c'est à la fin que ça arrive. Si vous le mettiez dès le début,
En fait, vous allez vous rendre compte que vous n'allez jamais trouver un bon nom. Ouais, puis si à la fin on a plusieurs choix, c'est un peu un problème de riche, quoi. Ah non, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, C'est un problème de riche. Est-ce que vous avez exactement. des questions? C'est le moment. On a déjà répondu un peu en cours de route, mais n'hésitez pas. Mbappé, ça l'a déposé. Je pense aussi, ouais. Hier. Et Si vous avez... Vas-y. Moi, je dis, si jamais vous n'avez pas de questions, j'ai quelques conseils en vrac que je voulais donner à la fin. Ouais, à la limite, Je passe peux à tes rajouter. conseils. Et Mais là, il y a puis, des n'hésitez pas à poser des questions dans tous les cas. on y répondra, ouais. Bah, vas-y, allez, dis-nous. Ah, attends, il y a... Oui. Ok. Alors, comment est-ce qu'on fait pour vérifier les classes sur l'INPI? Donc, la première chose pour vérifier les classes sur l'INPI, c'est que vous allez regarder dans la liste des classes et vous allez regarder quelles sont les classes qui correspondent à vos domaines d'activité. En général, vous en avez plusieurs. Ça, c'est lié à votre objet social. En vrai, je ne suis pas juriste, donc ce que je vais dire là, il faut le prendre avec des pincettes, mais c'est quand même ce que nous on fait. L'objet social de votre entreprise, donc finalement les domaines d'activité sur lesquels vous allez intervenir, il va être défini lorsque vous allez créer votre entreprise. À partir de là, vous allez regarder votre objet social et votre activité, donc, sur quelle classe est-ce qu'elle touche, et vous allez trouver des classes. En général, vous en avez souvent 2, parfois 3, rarement plus. À partir de là, base marque, vous mettiez je veux faire mettre tel nom sur la classe 42, la classe 37 et la classe 35, et vous regardez ce qui sort. Et vous regardez ce qui sort aussi sur la classe 42, et sur la 35, et sur la 37. Et vous éliminez en fonction. Quelques conseils quand même génériques que je voulais donner, qui sont assez importants et je les donne souvent. Il y a une chose qui peut vous aider aussi si vous n'arrivez pas vraiment à définir ce que vous faites au début. Une bonne question, en gros, à se poser pour pas trop se perdre dans des concepts un peu théoriques. C'est déjà, OK, si je devais expliquer mon entreprise, mon activité à un enfant de 5 ans sans l'ennuyer, comment est-ce que je ferais? Avec des mots très simples. Et souvent, ça vous oblige à revenir à la base. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah, en fait, maman, tu vois, elle permet à ça, ça, ça de faire ça. Jeudi, pour répondre à tes questions, vous pouvez déposer les noms. Non. En gros, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec une avocate qui le fait pour le client. Pourquoi on fait ça? Ça, c'est très important. C'est parce qu'une avocate, au-delà de la compétence, elle a ce qu'on appelle une assurance. Et ça, c'est vraiment un truc que je précise si jamais vous lancez votre propre boîte, passez par une avocate. Si vous faites un dépôt vous-même, ça vous coûtera peut-être 200, 300 euros. Si vous passez par une avocate, ça vous coûtera grosso modo 1000 euros, ou un avocat. Mais le truc, c'est que l'avocat, il a une assurance. Ce qui fait que si l'avocat se trompe dans le dépôt, c'est-à-dire si un jour vous êtes attaqué après le dépôt de marque par l'avocat, il a une assurance qui va jusqu'à 40 millions pour prendre en charge tous les changements et tous les dommages liés au fait qu'il soit trompé. Donc ça veut dire que s'il se trompe et que dans 2 ans, vous devez changer votre marque, refaire le site, refaire l'argumentaire, etc., tout est pris en charge. Ouais, Ça, donc c'est ça quand même vous... un luxe qui est vachement intéressant. Et par contre, ouais, il faut passer par avocat, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, tac, 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 tac. Un autre truc qui peut vous aider, c'est de comprendre, quand vous allez être dans ce processus de création de nom, c'est qu'un nom, c'est pas un coup de foudre amoureux. En fait, très souvent, vous allez apprendre à le connaître et vous allez vous habituer au nom. Nous, aujourd'hui, on a des clients qui nous disent mais le nom, il est génial, ça marche trop bien, blablabla, les clients adorent. Mais très souvent, c'est assez rigolo parce que ces clients-là, lorsqu'on leur a présenté la première fois, ils avaient des doutes, ce qui est normal, ils étaient sceptiques. Mais en fait, à force de le voir, à force de voir après l'identité visuelle qui est créée, de le prononcer à haute voix et de se dire bonjour, je suis Hugo, fondateur de telle boîte, ben on s'y habitue. Et en fait, on se rend compte que c'était un bon nom au bout de plusieurs mois ou de plusieurs semaines. Hop, tac, 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 tac. Autre chose, c'est que le nom de domaine n'est vraiment pas une contrainte. Il y a beaucoup de gens qui nous disent ah, j'ai pris tel nom parce que je voulais tel nom de domaine. Aujourd'hui, ça n'a plus aucune importance, même dans le référencement naturel, le nom de domaine en lui-même. Donc, c'est vraiment un détail. Tant mieux si vous avez le nom de domaine exact. Si vous ne l'avez pas, au pire, vous êtes Nana Agence, Nana Cabinet, etc., etc. Oui, ou tu Nana Shop, rajoutes un enfin voilà. tiret, un point. En C'est ça. général, en distribuant un peu, tu trouves un nom de domaine. Oui, c'est ça, exactement, exactement. Dernier conseil, ne demandez pas leur avis à vos amis ou parents. Et en fait, de manière générale, ne demandez pas votre avis à trop de personnes. Pour 2 raisons.
La première raison de pourquoi est-ce qu'il faut éviter de demander son avis à trop de personnes, c'est le prisme de conformité. En gros, je vais bien donner cet exemple-là. C'est si vous donnez, si vous allez voir des enfants, il y a 10 enfants en face de vous, et vous leur dites, OK, je vous paye à tous une glace chez le marchand de glace, mais seulement si vous prenez la même glace. Qu'est-ce qui va se passer dans 95% des cas? Ils vont choisir la glace à la vanille. Ils vont revenir à des glaces à la vanille. Est-ce que la glace à la vanille, c'est celle que chacun d'entre eux préfère? Probablement pas. Ils ont chacun leur goût. Il y en a qui aiment bien la vanille, d'autres qui aiment bien la fraise, etc., etc. Mais vu que vous allez écouter la masse, si vous demandez à trop de personnes, et ben, ce qui va ressortir, c'est que les choix les plus normaux, moyens, évidents, vont revenir en force. Or, vous, si vous créez votre marque, vous ne vous adressez pas à tout le monde. Vous vous adressez à une typologie de clients très spécifique, avec ses valeurs, sa vision du monde, etc., etc. Et vous, ce que vous voulez, c'est pas parler parfaitement à tout le monde, c'est avoir un nom qui parle parfaitement à un tout petit segment finalement de la population. Et donc c'est pour ça que le seul avis qui devrait compter pour vous, c'est ce tout petit segment de la population. Donc, vos amis, vos parents, à moins qu'ils représentent parfaitement votre domaine d'activité et vos clients, et ben ils appartiennent probablement pas à votre cible. Et donc, c'est pas les bonnes personnes à qui demander leur avis. De la même façon, si c'est pas des gens qui sont au sein de votre entreprise, ils n'ont pas fait tout le cheminement de définition de la marque, etc. Ce qui fait qu'ils vont pas avoir la même compréhension que vous avez de ce que vous faites. Et donc, leur avis, finalement, n'est pas forcément pertinent. Par contre, et ça, c'est le plus chiant, ils vont se sentir obligés de vous donner un avis pour vous aider. Comme ça, c'est normal. On donne, surtout dans le marketing, dans la com, ou dans les gens qui sont dans le graphisme, tout le monde a un avis sur tout. Ce qui fait que ils vont vous dire c'est bien, c'est pas bien, etc., etc. Et en fait, si vous écoutez tous ces avis-là, vous n'allez jamais avancer. Ouais. Il y a des gens aujourd'hui qui ont quand même un avis sur le nom Apple et qui disent que c'est pas forcément un bon nom. Je suis sûr que lorsque Apple a été créé, il y a des gens qui se sont dit mais c'est complètement bête. Regarde, il y a IBM, il y a Microsoft, c'est pas ce qui se fait. Pourquoi tu t'appelles Pomme? Par contre, les fondateurs à l'époque, ils avaient la vision et la compréhension de qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec ce nom Apple, le Think Different et tout ce qu'il y a derrière. Donc ça faisait sens pour eux. Donc, dans le mieux, nous, ce qu'on conseille, c'est soit de se faire confiance à soi pour le nom, et ensuite, si on le veut, de demander à des personnes très spécifiques qui représentent parfaitement votre persona. Et d'avoir leur retour, ça peut être intéressant. Ouais, du coup, on évite, là, je suis tombée l'autre jour sur LinkedIn, des gens qui demandaient l'avis de toute la population LinkedIn sur quelque chose, alors qu'au final, quand on n'a pas le contexte, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, les j'aime pas, moi, que j'aime ou que j'aime pas, c'est pas. Je crois savoir de quelle publication tu parles, Margot, et en fait, ça dépend pourquoi ça a été fait. Moi, je trouve ça malin et intelligent si le but c'était juste de gagner de la visibilité sur leur offre, parce que finalement, le post il a buzzé et les gens ont dû se demander quelle était son entreprise. Si c'est juste pour ça, très malin. Les gens adorent donner leur avis et effectivement, tout le monde a participé. Par contre, s'ils se basent vraiment là-dessus pour pouvoir ensuite choisir leur logo, c'est un peu dommage. Parce que je pense que ça dessert finalement la démarche créative. Que répondez-vous si le client n'aime pas le nom alors que vous savez que ce nom plaira à la cible? Comme boîte écolo qui n'est pas tombé en cliché d'hiver. C'est la logique d'argumentation, ça, Jody. En gros, nous, ce qu'on fait, c'est que déjà, premièrement, on prévient le client que le j'aime pas ne fait pas partie de la discussion. Donc, lorsqu'on présente le nom qui est le meilleur pour lui, déjà, nous, c'est une argumentation. C'est-à-dire qu'on arrive avec 20 slides qui vont expliquer voilà le nom, voilà ce qu'on veut faire avec, voilà le potentiel, voilà les slogans qu'on peut décliner, voilà les identités visuelles qu'on peut créer avec, voilà les différentes idées de pitch qui peuvent fonctionner, le tout en lien avec la définition de la marque qu'on a faite avant. Ce qui fait que ce qui peut se passer, c'est non pas un j'aime pas, c'est vous vous êtes trompé. Vous pitchez, ce nom-là, il est bien parce qu'il permet de pitcher de telle façon, sauf qu'au fond, c'est pas ça que je vais mettre en avant. Ok, on s'est trompé, ça ne fonctionne pas, on peut recommencer. Ce qu'on dit souvent à nos clients, on peut recommencer jusqu'à 3 fois la création de nom, c'est pas un problème. C'est juste pas arrivé, mais c'est pas un problème. Mais ça, c'est lié au fait d'enlever le j'aime pas et d'enlever le choix aussi. Ça, c'est un autre truc qui est important, mais on pourra en discuter une autre fois. Nous, on propose un nom et un logo. On peut recommencer, c'est pas un souci, mais un nom, le meilleur pour lui de ce qu'on pense. Et ensuite, on discute autour de ça. Un logo. Ça ne fait pas sens pour nous d'en proposer 7, et après, c'est le client de choisir. Parmi les 7, il y en a forcément qui sont moins bien que d'autres. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On remet le choix
dans les mains de quelqu'un qui, au fond, n'a pas les compétences pour. Ce qui est normal, c'est pas son métier. Mmh. S'il aime pas, en général, c'est qu'il y a forcément une explication derrière. Ou alors, c'est que la pertinence du nom n'a pas été suffisamment bien expliquée et que le client n'arrive pas à comprendre où tu veux l'amener. Très Ouais, souvent, c'est ça, en fait. soit au début, on a mal défini quelle était l'entreprise et nous, on a pris une valeur un peu trop forte alors qu'en fait, c'était pas celle-ci sur laquelle ils voulaient appuyer. Soit, ouais, c'est qu'on a mal expliqué pourquoi est-ce qu'on avait choisi ce nom, quoi. Oui, non, c'est ça. Heu, En fait, le client, il dit pas: «J'aime pas» juste parce que j'aime pas. En général, c'est parce qu'il n'arrive pas à se projeter et c'est Mmh, normal, c'est pas son métier et vous avez une vision différente en tant que créatif et donc si les 2 se mêlent pas, en fait, personne ne parle de la même chose et donc ça avance pas. Nombre de fois, on a des boîtes qui nous ont contactés, ça fait 3 mois qu'ils cherchent un nouveau nom, ils essaient de se décider à 30 et ils y arrivent pas. En fait, c'est parce qu'ils parlent jamais de la même chose. c'est ça. Mmh. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai vu que Marc était en train d'écrire. Je sais pas si tu as une question? Mmh mh. Je crois pas. Bah, Bah, ouais. c'est ça, exactement. Exactement. Ouais, il faut que tout le monde soit d'accord et enfin, je sais que même nous en interne, du coup, on écrit cette plateforme de marque pour le client et ensuite tous les membres de l'équipe qui vont travailler sur ce projet vont devoir lire cette plateforme de telle sorte à ce que, bah, le graphiste qui ensuite va travailler sur le logo, c'est la même chose. Il aura toutes les informations, il saura de quoi on parle, il saura ce qui est important pour le client et du coup, on parle tous de la même chose et il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de téléphone arabe où le client nous dit un truc à nous, nous on dit un truc au graphiste et au final on s'en sort pas, quoi. Dans la com, il y a une culture du brief qui est de plus en plus court à chaque fois, qui, selon moi, pose problème. Mmh. Parce que le brief, c'est trop aléatoire, c'est trop subjectif et repasser par l'écrit, un écrit qui finalement a été validé par le client, c'est hyper important et ça fait gagner du temps à tout le monde. Ouais, Nous, ça nous permet de pouvoir trouver des noms en 2 semaines. Bon et encore, parce que le nom, ça prend du temps, parce qu'il faut quand même que nous, la démarche créative, elle prend du temps. c'est ça. Si vous avez plus de questions Il y a des questions qui arrivent. ah oui, c'est vrai. J'ai Ouais, cru j'ai d'accord. cru voir, des noms en train de taper. Dans tous les cas, après vous avez notre contact, que ça soit via LinkedIn, via mail, vous hésitez pas. Je pense que soit on vous enverra le replay, soit en slide, je sais pas, des questions. Alors, comment vous opérez le tri dans les idées reçues? Est-ce que tu peux reformuler, Marc? Je suis pas sûr d'avoir compris ta question. Et en attendant, je vais répondre à Camille. D'ailleurs, salut Camille. Heu, Comment faites-vous pour valider la plateforme de marque par le client avant la réflexion? Alors, la plateforme de marque, c'est quelque chose qu'on fait en commun et qu'on fait en plusieurs étapes. En vrai, ce serait tout un sujet à part entière, parce que nous, On c'est toute pourra une faire un prochain prestation qu'on vend webinaire là-dessus. et on fera sûrement un prochain webinaire dessus. Ouais. Mais en gros, ça se fait en, on va dire, 3 grandes étapes. La première étape, c'est que nous, en fait, on va passer, plusieurs heures avec le client à le questionner sur son client, sa cible, son entreprise, pour essayer vraiment de comprendre qu'est-ce qu'il fait et vraiment, on va discuter de comment est-ce qu'il trouve ses clients, c'est quoi leurs peurs, c'est quoi leurs attentes, c'est quoi, c'est quoi les solutions alternatives qui existent à votre produit, comment ça se passe et cetera et cetera. Donc là, le but, c'est nous, vraiment de nous imprégner de ce qu'il fait et ensuite, la deuxième phase, c'est qu'on va lui envoyer un guide à la création d'une plateforme de marque. Donc le client, il va pouvoir se poser la question de: «C'est quoi ma mission? C'est quoi mes valeurs?» et cetera. Il va faire ça dans son coin. Nous, on va faire la même chose dans notre coin et ensuite, au sein d'un atelier, on va mettre en commun. On va échanger on va définir ensemble, c'est vraiment co-créatif. C'est pour ça aussi que le client est d'accord avec nous. C'est qu'on va définir ensemble quelle est sa marque. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est? Souvent, c'est quelque chose qui existait déjà, hein, parce que nos clients, en général, c'est des PME qui ont 5 ou 10 ans d'existence et ils n'avaient jamais pris le temps de définir leur ADN. Donc on va le redéfinir entre eux, ensemble, ça c'est notre taf et ensuite on va leur envoyer une version synthétisée, où ils pourront faire des améliorations, pourront le modifier et une fois qu'elle est validée, parce qu'on a bien compris qui ils étaient, là on avance. Mais donc la validation, en fait, elle fonctionne parce que c'est une démarche itérative avec le client. Ouais, Si c'est c'est pas nous juste qui nous qui allons arrivons, oui, donc voilà. L'erreur, c'est nous, on arrive, alors, après 3 semaines de taf, voilà nos recommandations et voilà ce que vous êtes. Bon, ça, forcément, ça ne fonctionnera pas. mmh. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Camille?
J'ai très hâte de voir la question de Marc parce que j'avais j'ai eu un doute. Parfait, Camille. J'ai du mal à comprendre en fait qu'est-ce que Marc voulait dire par idée reçue. Oui, ouais, je l'ai pas non plus. Les idées, représentations et savoir ce qui est valable d'approfondir dans la facilitation. Ok. En interne, pour éviter les idées reçues. En fait, le truc, alors si j'ai bien compris ce que tu veux dire par là, les idées reçues, en fait, c'est justement sur tout est-ce qu'on se base, sur tout ce qu'on se base. Enfin, on se base que sur des idées reçues. Notre métier, c'est ça. C'est d'essayer de comprendre, lorsque je dis, je sais pas moi, hibou, quelle est l'idée reçue qu'ont les gens, donc les représentations, les idées, qu'ont la majorité des gens sur un hibou, dans tel domaine. En fait, le truc, c'est que c'est ce qu'on appelle les mythes et les codes. On a une certaine vision, la population a une certaine vision, et surtout la cible a une certaine vision. C'est pour ça que c'est important de comprendre la cible. Est-ce qu'on travaille avec des jeunes? Est-ce qu'on travaille avec des gens qui ont fait des études? Est-ce qu'on parle avec des gens qui comprennent ce dont on parle? Ou est-ce que ce sont des gens qui sont novices? Et on va tout prendre via leur prisme. C'est pour ça qu'on fait un persona. On va tout prendre via leur prisme. On va se dire, OK, cette personne-là, lorsqu'elle pense au mot hibou, par exemple, qu'est-ce que ça représente? Et c'est là où il vaut mieux sortir, effectivement, il faut mieux ressortir des définitions de Wikipédia et regarder un peu c'est quoi dans la pop culture qui est repris dans les hiboux, c'est quoi les marques qui existent qui reprennent les mêmes codes, etc. etc. Ça va nous donner une idée de qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on parle de cet animal-là, par exemple. Mais donc, si je comprends bien ce que tu veux dire, l'idée, c'est de la discussion. Et entre nous, en fait, on va valider et se dire, OK, toi, tu comprends ça comme ça, moi, je le comprends comme ça. Maintenant, le but, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte de qu'est-ce que le client comprend. Parce que l'avis de Hugo ou l'avis de Paul ou l'avis de Margot, c'est pas important. Par contre, la compréhension qu'a le client idéal, quand je dis client, c'est le client de notre client, a de la notion qu'on est en train d'essayer de développer, ça, c'est important. Et si on n'est pas sûr, on fait des recherches. Je suis pas sûr d'avoir répondu à ta question, mais c'est comme ça que j'ai compris. On va voir si c'était bien ça. En attendant, est-ce que vous avez d'autres questions sur la méthode ou sur des noms que vous êtes en train de créer? Et aussi, dites-nous si vous préférez qu'on vous envoie le replay de la vidéo ou si vous voulez juste la slide, après en sachant que sur les slides, il n'y a pas tout. Ok. Ah Top, parfait. Marc. Tu avais bien compris. Je pense que ça peut être un peu plus pertinent qu'on vous envoie la vidéo. Après, je ne sais pas vous quel format est-ce que vous préférez. Après, je peux aussi vous retranscrire un peu ce qu'on s'est dit sous format PDF avec les slides. Je ne sais pas trop ce que vous préférez. Moi, je sais que je ne suis pas fan de regarder les vidéos en replay. C'est quand même pas très simple. Mais en même temps. Mais dans tous les cas, je pense qu'on en fera une VOD. Ouais. Cette fois-ci. Dites-nous tout ça. Ok, plutôt les slides. Écoute, on fera les deux. On fera les deux comme ça, tout le monde aura bien. valider les slides rédigés. Ok, on va vous faire un récap de droit du coup. Mais c'est pas plus mal les slides rédigés, ça fait une base, Bon, Ouais. super. Non, nickel. Bon, en tout cas, merci pour votre présence et votre attention. La prochaine fois, on préviendra un peu plus tôt. On était moins nombreux cette année, aujourd'hui, mais c'est pas plus mal aussi. Ça permettait de prendre le temps de discuter, de répondre aux questions. Ouais, mais c'est vrai qu'on a teasé 2 jours avant, donc c'est bon. Ouais, c'est ma faute. C'est pas de la faute de Margot, c'est de la mienne. Non, non, il n'y a pas de souci. Mais ouais, on s'y prendra un peu plus tôt. Je pense qu'on va essayer dans l'idéal d'en faire 2 par mois. On va se fixer 1 par mois sûr, 2 par mois dans l'idéal. Donc, on vous tiendra au courant pour les prochains. Mais c'était chouette en tout cas de vous avoir. Merci pour vos commentaires, pour toutes vos interactions, c'était chouette. Super. Bon, on vous envoie tout ça et puis à une prochaine. Bah ouais. À la prochaine. Merci Hugo et Salut merci à tous. à vous tous, c'était super. Salut.